Avertissement de contenu. Cet épisode aborde un contenu sensible portant sur des violences sexuelles. Certaines parties de la discussion peuvent être difficiles à entendre. Si vous êtes concerné ou touché par ces thématiques, des ressources d'aide existent. Vous trouverez les liens utiles dans la description de l'épisode. On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bienvenue à Maudite Marge, le podcast qui parle de marginalité dans Marge 12-17. Je me présente, Mélissandre, coordonnatrice au programme Sphère. J'ai avec moi deux invités aujourd'hui avec lesquels on va aborder les traumas en lien avec les violences sexuelles, plus précisément en lien avec l'exploitation sexuelle. Donc, je vous laisse vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je vais commencer. Je m'appelle Eliana, j'ai 20 ans. Je fais partie du programme Sphère depuis 4 ans maintenant. Et puis, c'est ça. Merci. Bienvenue, Eliana. Moi, c'est Oui. Jennifer Pelletier. Je suis sexologue et psychothérapeute à Marie-Vincent. Je suis dans le projet Sphère, dans le programme maintenant Sphère depuis 2019. Donc, j'offre de la psychothérapie aux jeunes sphères qui le désirent, qui en ont besoin et qui sont rendus là dans leur cheminement. Merci, bienvenue. Avant de continuer puis de rentrer dans le vif du sujet, je vais continuer la tradition que Tristan a commencé. Donc, c'est d'amener des objets puis de les présenter pour dire ce que ça représente pour nous, la marginalité. Je pense que vous en avez amené chacun un. Je sais pas qui veut commencer pour présenter l'objet. Mais let's go, je me lance. Vas-y. Donc, moi, j'ai sélectionné la bonbonne de spray paint pour représenter, dans le fond, pour moi, le graffiti, c'est quelque chose qui est pas accepté dans la société. C'est quelque chose qu'on fait pour refuser les limites de la société. Puis pour moi, c'est une manière de peinturer, c'est une manière de s'exprimer sur quelque chose qui nous appartient pas. Donc pour moi, la marginalité, c'est un peu ça. Vraiment intéressant. Ouais. Le lien avec la peinture, le graffiti. Merci. Jennifer? Moi, j'ai apporté un méga Sac à dos. Parce que, oui, ça représente les jeunes dans la marginalité, mais j'ai pensé surtout aux jeunes que moi, je vois, que j'accueille à Marie-Vincent en psychothérapie. Puis ces jeunes-là, pour la plupart, arrivent avec un gros bagage, un lourd bagage, parfois invisible, parfois qui les amène vraiment à avoir de la difficulté à avancer à ce moment-ci dans leur vie. Ce sac à dos-là, il est rempli d'expériences pénibles, d'émotions, de traumas. Puis le travail que je veux faire avec ces jeunes-là, c'est tranquillement, après avoir appris à se connaître, à se faire confiance, d'ouvrir le sac, de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, puis de commencer tranquillement à retirer des objets. Puis moi, je les garde, là. Donc, les jeunes repartent avec un sac à dos, on l'espère, plus léger après. C'est vraiment l'image du sac à dos rempli d'outils, mais aussi là, l'image de laisser derrière soi ce qui nous a un peu traumatisés ou ce qui est le plus difficile, dans le fond. Merci. Puis le sac à dos, je pense qu'on va en ramener un autre qu'on va pouvoir laisser éventuellement. Oui, je ne sais pas cet énorme-là, mais je vais en ramener un, puis on pourra le laisser en arrière avec autres. les autres objets. Ouais. Merci. Donc, commençons. Comme j'ai dit précédemment, on va parler des traumas en lien avec les violences sexuelles, plus précisément l'exploitation sexuelle, parce que, je suis la cour d'eau du programme Sphère, puis comme Jennifer puis Eliana se sont présentées tantôt, qui font partie de Sphère aussi. Je le rappelle, là, c'est un programme qui est en lien avec l'exploitation sexuelle pour des jeunes de 12 à 24 ans qui ont vécu une situation d'exploitation sexuelle présente ou passée. Donc,
ils ont vécu des traumas par rapport à leur situation. J'aimerais, pour commencer, savoir un peu, on parle de violence sexuelle, d'exploitation sexuelle. Jennifer, tu pourrais-tu nous expliquer dans tes mots, ça veut dire quoi exactement violence sexuelle quand on utilise ce terme-là? Ouais. Ben, la violence sexuelle, c'est vraiment large. Ça implique une panoplie de comportements, d'attitudes, de gestes, de paroles, tout de nature sexuelle qui peut être faite envers une personne qui n'a pas donné son accord, qui n'a pas donné son consentement, qui subit ça. Donc, on peut parler de regards, de commentaires, de partage de photos intimes, de relations sexuelles, d'avances non désirées. Tu sais, c'est extrêmement large. Même les mutilations génitales féminines, tout ça fait partie de la grande catégorie de la violence sexuelle. Dont l'exploitation en fait partie. Dont l'exploitation Fait que sexuelle. c'est vraiment, c'est effectivement très, très, très large. Puis c'est surtout quand il n'y a pas le consentement, puis c'est contre son gré, que la personne vit des choses. Exactement, c'est ça. Des fois, ça peut être subtil, on s'en rend plus ou moins compte, alors que d'autres fois, ça peut être vraiment envahissant puis très traumatisant. Mais tout ça fait partie de la violence sexuelle qu'on peut subir en tant que personne. Merci. Parlant de violences sexuelles qui peuvent faire vivre des traumatismes, pour qui c'est plus flagrant, d'autres c'est moins envahissant, mais ça finit par venir causer des conséquences. On a avec nous Iliana qui a vécu une situation que je pourrais dire de violence sexuelle qui a été assez difficile, puis elle a accepté aujourd'hui de venir nous en parler pour qu'on puisse aussi parler par la suite des traumas que ça l'a impliqué. Est-ce que tu serais prête à nous partager un peu cette histoire-là pour qu'on puisse mettre en contexte c'est quoi la violence sexuelle que tu as vécue? Moi, j'ai rencontré un homme qui, quand j'avais 16 ans, qui m'a approché pour offrir des services sexuels. Mm-hmm. Donc, ensuite de ça, il est venu me chercher à mon travail. Et puis, à ce moment-là, on m'a amené dans une maison, dans un sous-sol. Et puis, on m'a amené dans une chambre. Et puis, dans la chambre, ça a commencé par une relation sexuelle consentante. Et puis, par la suite, malheureusement, il y a un nombre X d'hommes qui sont rentrés dans la salle pendant que l'acte sexuel avait lieu. Et puis, à ce moment-là, ils ont pris la chance d'abuser de moi un après l'autre. C'est ça, en gros. Fait que un après l'autre, puis après ça, dans le fond, suite à cette situation-là qui s'est passée, t'as fini par être capable de sortir de la chambre puis de t'en retourner vers Donc, chez toi? je suis sortie, ça s'est terminé, j'ai été laissée dans la chambre toute seule. J'ai essayé un peu de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer. Par la suite, le gars qui m'avait amené m'a ordonné dans le fond d'aller dans la salle de bain pour me laver. Okay. Et puis dans la salle de bain, je me souviens de me regarder dans le miroir puis de pas me reconnaître. Je reconnaissais pas la personne que je voyais dans le miroir. C'est comme s'il m'avait pris une partie de moi. Et puis, je me sentais à ce moment-là vide. Je me sentais vraiment powerless. Il venait de tout me prendre ma dignité et puis toute ma confiance est partie cette journée-là. Puis ça fait que c'est dur après ça de faire confiance Oh, ça, c'est sûr. aux gens. Merci de ce partage. Mm-hmm. Tu l'as nommé un peu là, au niveau de ne pas te reconnaître dans l'image, dans le miroir, de te sentir démunie, tout ça. Mais une fois que cette situation-là a eu lieu puis que t'es retournée chez toi et à la vie à l'extérieur, est-ce que
spontanément que tu t'es dit « Oh mon Dieu, cet événement-là a nécessairement eu des conséquences sur moi, sur, tu sais, dans les jours qui ont suivi. » Comment ça s'est produit en toi? Comment tu t'es rendu compte que des conséquences là, à ce niveau-là? Donc, ça s'est passé très sournoisement. Au début, je me sentais plus down, j'avais moins d'énergie, j'étais plus fatiguée. Quand ça s'est passé, j'ai vraiment essayé de le mettre dans une boîte dans ma tête et de le tasser sur le côté pour plus y penser. Et puis, je continuais de vivre ma vie sans y penser. Puis, j'avais tranquillement, j'étais très bothered par les sons qu'il y avait autour de moi. Quand je passais devant un arrêt de bus qui me faisait penser à lui, ou quand je voyais une voiture qui ressemblait à la sienne, ou quand je voyais quelqu'un avec des dreads, je pensais toujours à lui directement. C'était très difficile pour moi de me promener dans mon quartier Sans avoir des sans images. avoir des images. Et puis, s'en est suivi un choc post-traumatique. Et puis, ça a fait que j'ai beaucoup de flashbacks. Donc, ça c'est tranquillement, je me suis rendu compte que c'était pas juste dans ma tête. Il y avait un réel problème. Et c'était pas moi le problème, c'était ce que j'avais vécu qui me causait tous ces symptômes, dans le fond. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à Sphère. Et puis, c'est la première personne, dans le fond, c'est Mélissandre à qui j'en ai parlé. Pour, dans le fond, lui dire un peu, pour essayer de le sortir et de sortir de la boîte dans laquelle je l'avais mis, puis vraiment de me réapproprier tranquillement mon histoire. Parce qu'au début, tu l'as nommé, là, au début, tu pensais que c'était toi le problème, que tu n'avais pas fait de lien encore avec le fait que c'est la situation qui t'a amené à vivre des symptômes comme ça. C'est ça, exactement. Puis là, en parlant, puis en réalisant que c'était relié à des flashbacks, à des événements, c'est comme si tu t'es dit, OK, non, c'est pas moi le problème, là, ça se passe réellement, puis il faut que j'en parle pour essayer de faire sortir ça. C'est ça, exactement. Puis quand on en a parlé ensemble de la situation, on en est venu à se dire que ça serait peut-être une bonne idée que tu puisses avoir une psychothérapeute, que tu puisses aller consulter. C'est ça, une à l'extérieur. Puis moi, j'ai décidé d'aller à Marie-Vincent pour faire un suivi. Et puis, au début, j'avais pas confiance pas en elle nécessairement, mais plus en tout le processus et l'institut et ce que ça représentait. J'étais beaucoup dans les centres de jeunesse où est-ce qu'on pouvait pas vraiment faire confiance aux adultes parce qu'ils ne nous disaient pas toujours la vérité. Pas toute la vraie vérité. Fait que t'étais méfiante des gens partant en allant voir, puis là, c'était un psychothérapeute, t'étais mineure, tu connaissais pas le lieu, fait que ça pouvait être épeurant, puis t'étais méfiante. Donc, ça m'a pris plusieurs rencontres avant de pouvoir être à l'aise de parler de ce que je ressentais vraiment. Au début, c'était plus en surface juste pour que je me mette à l'aise, puis tranquillement, c'était vraiment à mon rythme. Ouais, c'est important, ça. Ouais. Mais je vais prendre la balle au bon puis je vais la lancer à Jennifer. Le fait que la jeune Iliana nomme ici que ça prend du temps, il faut faire confiance, il faut aller un peu plus dans la surface au début. Mm-hmm. Je pense que c'est quand même quelque chose de commun que vous voyez à Marie-Vincent. Puis vous avez quand même des étapes, si je peux dire, avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe un peu? Oui. Bien, premièrement, je voulais commencer, tu sais, puis on en reparlera tantôt, mais tout ce qu'Iliana disait par rapport aux symptômes, aux difficultés qu'elle vivait après la situation de violence sexuelle, c'est ce qu'on entend vraiment beaucoup. Fait que je voulais normaliser, puis tu sais, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler tantôt. Pour ce qui est de la démarche en psychothérapie, ben oui, souvent les jeunes arrivent,
justement avec un bagage d'expérience, des fois négative par rapport à l'adulte, de la méfiance, de par toutes les blessures relationnelles qu'ils ont vécues dans leur vie, que ce soit dans la famille, avec des amis, avec des partenaires amoureux, avec des adultes en centre jeunesse ou peu importe. Fait que quand ils arrivent, oui, elles sont volontaires, mais c'est comme... Qu'est-ce que tu as à me proposer, là, tu sais, avec une bonne armure. Puis là, le but est tout simplement de créer une brèche, un lien, se montrer le plus authentique possible comme professionnel. Il n'y a pas de game, il faut vraiment respecter le rythme de la jeune. On a beau vouloir tirer pour qu'elle s'ouvre, ça va juste faire le contraire. J'ai toujours l'image, là, tu sais, qu'on entend souvent du petit chat qui est dans l'arbre, puis toi, tu veux juste l'aider à descendre, mais il te voit arriver avec tes grosses mains, puis lui, il va juste monter plus haut dans l'arbre. Fait qu'il faut juste attendre, créer un lien, parler de plein de choses différentes ou tolérer d'être en silence. Des fois même, ça peut être des rencontres qui sont plus courtes au début pour juste tolérer cette présence-là de l'autre. Comprendre que l'autre va pas nous rejeter, va pas nous attaquer, va pas nous abandonner. Fait que ça prend du temps. Puis ça, je trouve que c'est l'image d'un parcours avec des jeunes sphères. Ça va comme ça, là. C'est pas une longue ligne droite. Parce que même des fois, il peut y avoir, comme dans toutes les psychothérapies, mais des bris d'alliance. Tu sais, des situations où je fais quelque chose qui la ramène dans ses blessures puis dans sa fermeture. Là, oups, on peut la perdre pendant un petit bout. Ou la personne peut venir, mais redevenir un petit peu plus méfiante et fermée. Ou il y a des annulations qui se produisent. Puis là, on doit travailler sur le lien. Vraiment, pas juste faire du travail cognitif, là, parle-moi de tes émotions, parle-moi de tes pensées. Il faut aussi, ce qui se passe entre nous, ben c'est important, puis c'est souvent ce qui se passe aussi dans les autres relations de cette personne-là. Fait qu'il faut en tenir compte, puis il faut le travailler entre nous aussi. Oui, puis c'est que leur vie continue aussi beaucoup à l'extérieur. Ouais. Fait que ça se peut qu'il arrive une semaine, puis ça a été une semaine vraiment difficile. Puis là, il faut prendre le temps aussi de la laisser s'ouvrir à ce niveau-là, sans nécessairement dire non, mais on était là la semaine dernière, là, on continue où est-ce qu'on était. Fait que ça demande une certaine souplesse aussi, puis adaptation pour que la personne puisse ventiler aussi sur ce qu'elle a vécu. Ben, Oui. Son événement. Oui, tout à fait. Puis ça... Oui, on a des objectifs qu'on se fixe ensemble puis qui sont vraiment selon la demande de la jeune. Mais après, il faut être capable de... C'est comme si l'objectif, c'est l'espèce de fort loin là-bas là, qu'on voit, puis c'est par là qu'on s'en va. Puis c'est important d'avoir ça dans notre tête parce que sinon, la jeune va terminer en se disant « Hey, il me reste des éléments que j'ai pas abordés. » Mais il faut aussi avoir la souplesse de « Hey, aujourd'hui, là, je file pas. » pour aborder mon passé, il arrive telle chose, puis c'est ça dans ces suivis-là, c'est que oui, nos jeunes arrivent avec un bagage du passé, traumatique souvent, mais il y a aussi des fois des éléments dans le présent qui se rajoutent, qui sont potentiellement des traumas actuellement aussi. Fait que là, le passé, ça prend le bord pour s'occuper du présent d'ici maintenant. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va faire des liens entre ce qui se passe maintenant et ce à quoi ça fait référence dans le passé. Donc, en travaillant là, à comprendre, à s'apaiser, à nommer, on fait aussi du travail sur des choses qui sont arrivées dans le passé. Fait qu'on n'est pas en train de mettre sur pause nos objectifs, c'est quand même un travail qui se fait. Ouais. Et à travers tout ça, il y a aussi l'alliance thérapeutique qui continue à se bâtir parce que j'arrive avec mes situations du quotidien, mes enjeux, mes questionnements et je réalise que la personne est toujours là pour moi. Encore une fois, je suis pas jugée. Elle n'est pas toujours en train de briser la confidentialité. Tu sais, je sens que j'ai cet espace-là pour moi puis enfin, je peux me déposer un peu. Ouais. Bien, je me rappelle, par exemple, ça a pris, tu sais, là, tu disais que tu es rendu à 20 ans, la situation s'est passée, tu avais 16. Mettons qu'on arrondit que tu as commencé Marc-Vincent à 17, là, qu'on l'arrondit, peut-être un petit peu moins que ça, mais ça t'a pris un certain temps avant d'être capable de te déposer, de sentir que tu pouvais y faire confiance, puis de rentrer un peu dans les sujets qui venaient te déranger. Tu te souviens-tu? C'est quoi
les premières étapes que vous avez abordées ensemble, parce que vous n'êtes pas rentré dans la situation là, que tu viens de raconter au niveau des violences sexuelles que tu as vécues. C'est pas après 3 semaines que vous avez commencé à en parler. Il y a eu comme eu des étapes, il y a eu des in et out, tu étais en centre jeunesse. Tu te souviens-tu un peu comment ça s'est passé avant que tu en arrives à te dire comme là, je peux y aller? Ben, au début, on discutait de mes semaines. On discutait de comment j'avais vécu ma semaine, de comment je me sentais. Je vivais déjà beaucoup de choses autres que la situation, là. Donc, j'avais d'autres préoccupations. Et puis, on parlait plus de comment je me sentais par rapport à ça. C'était ça, à ce moment-là, que j'étais prête à aborder. Et puis, on a fait un travail énorme sur mes émotions, comment reconnaître mes émotions. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a déconstruit aussi certaines pensées que j'avais par rapport aux relations. Et puis, une fois que ça a été fait, c'est moi, à un moment donné, tu sais, j'étais comme prête à en parler. Et puis, on a décidé là, ensemble que c'était le moment de commencer notre projet final. Fait que ça prend du temps. Ça Ouais. demande un certain temps. Puis, ça se peut-tu que le fait aussi que tu as traversé la majorité, que tu es rendu majeur, donc plus en lien avec la DPJ, avec le centre jeunesse, ça t'a aidé aussi à être capable de plus t'ouvrir, considérant que il y avait peut-être moins de peur de conséquences si tu t'ouvrais sur ta vie? Mais c'est sûr que dans le back of your mind, quand tu es en centre jeunesse, tu as toujours peur que ce que tu dis à un adulte soit repris contre toi par la suite. Ce qui fait que c'est très difficile de faire confiance, comme je disais. Et puis, avec Marie-Vincent, c'est ça, j'ai été capable de... À 18 ans, c'est comme si ça l'a permis, peut-être pas C'est nécessairement ça. consciemment, mais ça l'a aidé. C'est sûr, exactement. OK. Puis, est-ce que tu dirais, tu sais, là, on disait que c'était long, vous avez commencé à entamer quelque chose. Est-ce que tu dirais que parce que tu as commencé ta psychothérapie à Marie-Vincent, tout a disparu, puis tes symptômes, ton trauma, envolé? Ouais. Ben, c'est sûr que non. Le trauma, ça part pas comme ça. Ça prend, pour moi, ça va me prendre des années de travail pour devenir la personne à l'aise que je veux devenir. Puis, c'est certain que pour travailler un trauma, il faut que tu acceptes ce qui s'est passé. Donc, il y a plusieurs étapes. Puis, pour moi, ça a été d'accepter. Fait que, mais dans le fond, il y a plusieurs étapes. Est-ce que, Jennifer, comme tu vois ces étapes, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'un trauma ne disparaît pas, puis je pense qu'on peut en avoir toute notre vie. Est-ce que c'est long? Est-ce que la psychothérapie, quand la personne elle passe à travers ça, comment ça se passe en fait? Bien, premièrement, c'est pas tout le monde qui est prêt, qui a envie d'adresser le trauma parce que la première étape pour adresser le trauma, faut accepter que c'est arrivé, puis accepter d'aller voir dans la petite boîte, comme disait Eliana, où elle a mis cette situation-là pour essayer de l'oublier, de la mettre de côté, faire comme si ça n'existait pas. Et dans notre être, dans notre cerveau, tu sais, on est programmé pour survivre. Fait qu'il y a plein de stratégies qui se mettent en place qui sont même pas volontaire. Tu sais, par exemple, on parle de dissociation, on peut parler de notre cerveau qui oublie des éléments du trauma, même si, hey, j'aimerais vraiment ça m'en rappeler, mais je te dis, je me rappelle absolument pas de ce qui est arrivé. Donc, l'évitement est une stratégie de survie. Ça fait du bien à court terme. On n'est pas en contact avec la souffrance. On peut continuer à fonctionner exactement comme elle disait tantôt. L'affaire avec ça, c'est que ça fonctionne pas à long terme. À un moment donné, c'est ça qui t'est arrivé. Ouais. Hein? Ça finit par remonter. Ben, ça revient, puis ça revient plus fort. Puis, étant donné que tu l'as comme pas géré, t'es comme, tu comprends pas pourquoi ça revient tout d'un coup. Donc, c'est très difficile de gérer cette charge émotionnelle quand t'es en train de vivre ta vie. Puis là, t'as cette grosse load of emotions that come
into your life et puis qui disrupt complètement ton train de vie. Et puis, ouais. Ouais, l'image qui me vient quand tu parles, c'est comme si on se dit, OK, je vais tout sacrer ces idées-là, ces souvenirs-là, ces sensations-là dans un garde-robe, là, puis là, je vais fermer ça le T'essayes plus de fort peser, possible. OK, parfait, le garde-robe est fermé. Je vis ma vie, le garde-robe, je m'en soucie pas trop, puis à un moment donné, il arrive une petite secousse ou un gros coup de vent, puis tu t'en attends pas, puis le monstre de garde-robe, il ouvre tout d'un coup, puis là, ça tombe dessus, alors que ça faisait des mois, même des années, que tu mettais ça de côté. Alors là, c'est encore pire, parce que tu t'en attends pas, parce que tu pensais que c'était réglé, puis il y a plein de difficultés qui peuvent arriver d'un seul coup. Et ça amène beaucoup de détresse. Puis là, ta façon de fonctionner, qui est l'évitement habituel, ça marche plus. Fait que là, tu sais plus trop, tu te sens envahi, tu te sens en détresse, tu te sens pas bien. Puis il y a plein d'autres difficultés qui peuvent survenir qui font que c'est souvent là que les personnes, mettons nos jeunes, vont vouloir commencer une démarche en disant « Là, j'ai l'impression que j'arrive plus à avancer dans ma vie. Je suis comme bloquée. » Ça me tente pas, mais j'ai besoin un petit peu d'aide pour voir à travers tout ça. Mais c'est exactement, je me sentais bloquée. Je me sentais comme si j'avançais plus, que j'étais pris dans mon trauma, puis que it was holding me hostage. Ouais. T'étais comme prisonnière de ça. J'étais pris avec mon secret, puis ma situation, puis je me sentais pas comprise, puis ouais. Tu sais, d'un côté, c'est extrêmement désagréable, tous ces symptômes-là, mais en même temps, c'est comme si tout notre être nous envoie un message qui dit « Hey, regarde, là, il y a quelque chose qui se passe. » Puis tu peux plus juste passer à côté puis faire comme si de rien n'était. T'as des cauchemars, t'as des images, t'as des flashbacks, tu te sens anxieuse tout le temps, tu te sens déprimée, tu te sens irritable, tu fonctionnes plus, t'arrives plus à te concentrer. Comment je peux faire comme si rien ne m'était arrivé alors que tout ça arrive? C'est sur les flashbacks, c'est très difficile de les ignorer, là. C'est comme dans ta face, puis ça vient à plusieurs moments, toi, là. Ouais, moi, ça m'arrive souvent. Ça discrimine pas les bus, le métro, dans la rue. Puis ça vient affecter tout ton corps, là. Puis non, c'est vraiment pas le fun, là. Puis, les symptômes que Jennifer nommait, je pense que ça t'a interpellé, là. Je t'ai vu hocher la tête et tout. Est-ce que le fait aussi, tu sais, au début, t'as nommé que vous parliez d'émotions avec à Marie-Vincent et tout, tu t'es connecté à tes émotions, fait que ça fait que c'est plus difficile au début, mais ça finit par être facilitant de pouvoir les nommer à la longue? Oui, ben oui, c'est sûr que maintenant, quand je me sens pas bien, je vais tout de suite me demander, ben comment je me sens. Puis ça va plus être, ben je me sens fâchée ou je me sens triste. C'est vraiment, donc comment je me sens pour de vrai? C'est quoi, pourquoi je me sens comme ça? Et souvent, ça va être d'identifier exactement l'émotion que je ressens. Puis souvent, ça dédramatise parce que la colère, c'est gros. Ouais. Puis c'est une émotion intense, puis souvent, c'est pas vraiment ça que je ressens. Donc, juste de pouvoir l'identifier, ça m'aide à me poser, puis à me recentrer sur ce qui est vraiment important sur le moment. Comme si tu as appris un peu à développer des nuances dans tes émotions, les identifier plus clairement. Puis on sait que c'est pas magique, mais quand on arrive à mettre le doigt sur une émotion, mettre un mot, il y a quelque chose qui s'apaise un petit peu. Plutôt qu'être juste prise dans « je me sens envahie, je me sens pas bien, mais je sais pas c'est quoi, j'essaie de l'éviter ou je l'agis ». Mais là, on prend le temps de dire « attends, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Où je le sens? C'est quoi cette émotion-là? » Et il y a déjà un petit bout de travail qui est fait. Puis ça, c'est ce qu'on fait aussi en thérapie, c'est qu'on commence par outiller la jeune à être capable d'identifier ce qui se passe en elle, que ce soit dans ses émotions, dans ses pensées, apprendre à faire le lien entre « OK, quand je me dis ça dans ma tête, souvent, je me sens de telle façon et je vais réagir de telle façon. » Ça, c'est comme le premier bloc pour apprendre à un peu plus comprendre ce qui se passe en soi puis apaiser tout ça. Et après ça, on est plus outillé pour aller explorer
le trauma, les difficultés. Parce que si on tombe tout de suite dans l'exploration du trauma, ben c'est que ça se peut que ça nous fasse vivre des émotions fortes qu'on ne sait pas trop comment rattraper. Puis moi, je veux pas laisser la personne partir alors que dans tous ces états, puis elle est en détresse, il faut qu'on soit capable de s'apaiser ensemble, puis qu'elle soit capable de s'apaiser aussi rendue à la maison. Il y a vraiment des étapes. Il y a des étapes. Ouais. Ouais. Mais moi, je l'ai vu, là, voir les étapes avancer, les années avancer sur la manière dont... Tu sais, on pense que c'est donc bien simple, identifier des émotions, là, mais non, c'est vraiment pas... Pour tout c'est le monde. vraiment pas simple pour tout le monde, en fait. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Puis souvent, la colère, la peine, c'est les deux émotions qu'on connaît. Puis on se rend compte que non, tu sais, c'est plus profond que ça. Puis quand on vit une situation où est-ce qu'on s'est fait, tu sais, on n'a pas eu de consentement, on s'est fait agresser. Je pense que la colère peut vraiment s'emparer de nous. Puis c'est la seule émotion qui nous submerge, là, dans le fond. Fait que peut-être après ça, de décortiquer ça, c'est sûr que ça doit aider à redescendre. Oui. Puis, est-ce que, une fois que, bon, Marie-Vincent, il y a eu la situation et tout, bien entendu, l'intervenante sphère qui est moi, là, dans ce cas-ci, qui a continué à t'accompagner là-dedans. Est-ce qu'il y a eu, parce que c'est bien beau tout ça, mais la vie continue aussi, est-ce qu'il y a eu un événement, à un moment donné dans ta vie, où il y a eu une situation qui a fait que ça l'a explosé? Dans le sens où tu as vécu plein d'émotions, plein d'étapes à Marie-Vincent, mais je pense que ça n'a pas toujours été facile. Puis, il y avait quand même une partie de toi qui vivait tout ça à l'extérieur dans ta vie de tous les jours, puis il y a eu un trop-plein à un moment donné. Est-ce que tu veux comme expliquer un peu c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi le trop-plein qui s'est passé, puis qu'est-ce qui a été fait par la suite? Ouais, ben j'ai eu c'était une psychose là, qui est survenue au travail. J'étais toute seule et puis je sentais là, que je me sentais de moins en moins bien. Puis je sentais une grosse peine à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai appelé Mélissandre. Ouais. Et puis, je lui ai dit que je m'en sentais pas bien. Je me souviens plus exactement de qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais je me souviens de voir, dans le fond, le sous-sol, puis les gars. Puis je me souviens de voir ça. Je me souviens pas d'être au travail. Je me souviens pas d'être partie de mon poste. Je me souviens pas que mon collègue est revenu de sa pause. Je me souviens de rien. Je me souviens juste Que tu as l'image de la situation. que j'ai l'image de la situation. Puis après ça, je me souviens d'être dans ta voiture. Puis après ça, de me réveiller à En Marge. Puis t'avais à ce moment-là 18 et demi, 19. Ouais, j'avais fait que, tu sais, ça 18 ans. faisait quand même déjà un certain temps que la situation s'était passée. Il y avait quand même, tu sais, comme je disais, là, la vie a continué. Tu continuais Marie-Vincent, on continuait à te voir. Puis tu étais à ton travail, puis l'image te submerge. Fait que quand on disait tantôt que les flashbacks, les situations se produisent, puis qu'on le veut pas, c'est ça qui s'est passé là, à ce moment-là. Exactement. Des fois, il y a des éléments extérieurs qui nous rappellent le trauma. Tu sais, tu parles de l'arrêt d'autobus, des endroits en particulier, des odeurs, des sons, mais des fois, il y a des signaux à l'intérieur. Mettons, une émotion ou une sensation que je sens à l'intérieur de moi peut déclencher un flashback aussi. Fait que c'est comme si on n'est jamais à l'abri. Peu importe, ça peut venir de nous, ça peut venir de l'extérieur. C'est des signes que le trauma, il n'est pas résolu du tout, là. Il est encore super actif, il prend de la place. Fait que c'est ça qui t'est arrivé, toi, peut-être. T'as comme été submergé d'une grande vague de tristesse et là, t'as perdu comme le contact avec la réalité. Là, t'étais dans ton flashback. C'est ça. Mais
dans le fond, l'anxiété, je pense, t'en vivais beaucoup aussi à ce moment-là. Puis ça a commencé comme ça. Quand on s'est parlé, tu m'as écrit en disant « Ah, je me sens vraiment anxieuse. Puis tu peux-tu venir me porter... » Je me souviens pas, là. Je pense que c'était... Je me souviens pas, un objet quelconque. Puis quand je suis arrivée, était déjà complètement déconnectée. Là, Puis bon, bref, on a fait le chemin en voiture, de la respiration, toucher la vitre, se ramener, puis t'es allée en marge. Mais ça, si je peux me permettre, ça a été un des plus gros événements de sensation dans ton corps que tu as vécu par rapport à cette situation-là, ce moment-là. Ouais, ça a été une des situations, ouais. Puis est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est quoi qui s'est... qu'est-ce qu'on a fait après ça? Ouais, ben ensuite de ça, on est allé voir une infirmière pour me signer un billet d'arrêt pour un arrêt de travail. Puis par la suite, j'ai été référée à une psychiatre. Ouais. Et puis là, je suis encore dans mon suivi là, avec la psychiatre. Avec la psychiatre depuis 2 ans. Là. Ouais. Donc, ouais. Puis, est-ce que tu pourrais, Jennifer, faire la différence entre une intervenante comme moi, par exemple, une psychothérapeute, puis une psychiatre? Parce que on est entouré de plein de gens, souvent de professionnels qui nous aident, mais on a chacun notre expertise, on peut chacun amener l'aide à la personne. Puis je pense que on pourrait des fois être de trop puis faire la même chose, mais je pense qu'on n'est jamais vraiment de trop finalement. Est-ce que tu serais capable d'expliquer la différence entre les trois, mettons? Bien, surtout quand les rôles sont clairs. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est quand on peut collaborer aussi pour s'assurer que chacun fait son rôle, puis qu'on ne dédouble pas ou qu'on n'envoie pas des messages un peu contradictoires. Donc, la psychiatre, elle va s'occuper de l'aspect stabiliser la santé mentale avec de la médication. S'assurer que la médication, que la jeune répond bien, que le dosage est bon. On ajuste aussi selon les besoins de la jeune. Moi, je pourrais pas faire ça. Je suis pas habilitée, puis j'ai pas ni les compétences ni l'autorisation de faire ça. Toi non plus. Donc, ça, c'est vraiment la psychiatre qui fait ça. Moi, je fais de la psychothérapie. C'est sûr qu'on n'est pas toujours en psychothérapie. On fait aussi des interventions, justement, parler de la semaine. On n'est pas toujours dans amener des changements profonds dans la personne. Puis on est aussi juste en relation à parler de différentes choses. Mais la psychothérapie nous aide vraiment à venir modifier des perceptions, modifier notre façon de se voir, tu sais, pour amener des changements profonds, durables et positifs. Par rapport aussi au trauma qu'on a vécu des fois. Puis l'intervenante psychosociale, ben elle va être dans le day-to-day, dans le ici-maintenant, dans des stratégies de régulation des émotions, de comment je peux me protéger, de pouvoir parler de tout ce qui est important. Mais quand on veut vraiment aller travailler sur les croyances puis les émotions associées puis modifier cet événement-là à l'intérieur de nous, ben là, c'est plus en psychothérapie qu'on va aller le faire. Puis est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu le vis, ça, la différence entre, mettons, un psychiatre et une psychothérapeute, puis sphère? Totalement. J'ai pas les mêmes services d'aucune des trois. Quand je parle à ma psychiatre, je sais que je vais lui parler par rapport à ma médication, comment je réagis par rapport à la médication. Oui, je lui parle de comment je me sens, mais ultimement, c'est par rapport à la médication. Donc, je sais qu'elle peut m'aider avec ça. La thérapie, pour moi, c'est de pouvoir m'aider à travailler plus en profondeur, vraiment aller chercher, creuser là, le bobo. Puis, c'est ça. Puis moi, je t'accompagne. C'est ça. Mais je pense que ce que j'ai remarqué, puis tu me diras si je fais erreur, là, je me permets, je suis souvent là pour suite à mettons, après ta rencontre à Marie-Vincent, Mais c'est plus pour les accompagnements, pour en discuter des rencontres, de qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai compris, comment je me sens. Le avant, le après. Le avant, le après, pour vraiment que je sois à l'aise avec mes rencontres, puis...
Parce que ça demande aussi, en tout cas, du moins avec la psychiatre, une préparation quand même. Oui, Parce oui, que ça me demande parler une de sa préparation. médication, comment je me sens, tu sais, c'est pas une question que tu poses à tous les Je jours. me prends des notes là, au C'est cours ça. du mois pour de comment je me sens parce que sinon, ça devient un peu flou dans ma tête de devoir juste... surtout, quand je vais là, souvent, tu sais, je me sens pas super mal, là, fait que sur le coup, j'ai envie de dire que tout va bien, mais je sais très bien que ça va pas super bien C'est ça. tout le temps, là, donc, Fait ouais. que t'as appris à faire la Ouais, préparation ouais. pour pas arriver là puis figer puis faire comme moi, mais dans le fond. Puis là, tu sors puis finalement, t'es comme, hey, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, Ouais. je vais C'est attendre. ça. Fait Ouais. que t'es comme en auto-observation de toi pendant Ouais. les semaines, pendant le mois. Tu te prends des notes, puis après ça, tu sais quoi lui dire, là, Tout à pour lui fait. donner un portrait juste. Pas juste, « Hey, ben aujourd'hui, je vais bien. C'est ça, exactement. Puis est-ce que tu vois une différence dans les derniers temps sur le fait de prendre une médication, voir la psychiatre, avoir Marie-Vincent, avoir Sphère? Est-ce que tu vois une différence sur toi dans les derniers temps de, mettons, avant? Oui, je me sens moins, moins seule, je me sens plus entourée, je sens moins jetée dans la gueule du loup, Ouais. puis, tu sais, sans savoir comment gérer mes situations. C'est sûr que ça m'a aidé, je me sens mieux dans ma tête, je me sens plus à l'aise, plus en confiance. Dû au fait que j'ai eu un accompagnement qui était vraiment impeccable des 3 personnes que j'ai en ce moment autour de moi. Et puis, ouais. Mais tantôt, tu sais, Jennifer, tu nommais que c'était encore mieux quand les 3 personnes, tu sais, connaissaient chacun leur rôle, mais qui peuvent collaborer. Je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit, même si cette expression C'est un peu dépassée. dépassé. C'est ça. Mais, tu sais, Sphère, je pense que c'est ce que ça l'apporte souvent, c'est ce qu'on souhaite. Tu sais, on est plusieurs partenaires autour de Sphère, là, de Marie-Vincent, on est En Marge, on est l'Anonyme, bon, il y en a plusieurs. Puis ça l'amène, cette continuité-là, cette collaboration-là qu'on a. Parce que quand une jeune, admettons, de Sphère décide d'aller à Marie-Vincent, bien, ça implique que sa psychothérapeute puis Sphère vont pouvoir se parler. Ça veut pas dire tout dire ce qui a été dit dans la rencontre, mais ça veut dire de pouvoir faire, hey, tu sais, on a abordé ça cette semaine, tu sais, peut-être que tu pourrais voir ça avec la jeune ou elle a vécu ça. Moi, je me souviens de l'avoir fait régulièrement là, dans la voiture, admettons, au retour, j'ai parlé de tout ça avec ma psychothérapeute de Marie-Vincent, puis là, cette semaine, j'aimerais peut-être ça essayer ça. Tu sais, ça crée vraiment un lien. Puis une continuité aussi, tu sais, de ce qu'on a abordé. Après ça, on peut continuer de l'aborder en chemin sur le retour. Tu sais, c'est que nous, on est là 1 heure dans la semaine, mais toi, puis les autres intervenantes, ben, tu sais, les jeunes peuvent les texter, vous pouvez vous voir un peu plus souvent. Tu sais, il y a vraiment un filet de sécurité qui est là pour quand il y a des difficultés ou quand il y a des choses qui se travaillent dans la tête suite à la thérapie, par exemple. Fait que je trouve que ça assure vraiment une continuité pour la jeune après. Puis je me souviens aussi que, tu sais, ça permet, mettons, d'avoir des conversations puis de dire, peut-être que ça, tu pourrais en parler à ton rendez-vous tantôt quand tu vas y aller pour pouvoir l'aborder, le creuser un peu davantage. Ça fait ça. Est-ce que c'est sécurisant d'avoir comme une équipe autour de toi? Ben oui, tout à fait. Ça me permet de vraiment sentir que je prends une action pour mon rétablissement. Je me sens entourée et supportée. Surtout supportée dans ce que je fais, surtout que je me suis pas toujours sentie supportée. Donc c'est quelque chose qui est différent, que je n'étais pas habituée. Que c'est le fun. Puis, est-ce que t'as des symptômes encore, t'as des conséquences encore de la situation? Tu vis-tu encore avec ça actuellement, malgré Marie-Vincent, malgré la psychiatre, le fait que tu vois un psychiatre, et puis tout, est-ce que c'est encore quelque chose avec lequel tu vis? Oui, je vis encore avec des flashbacks. Ils sont encore présents. Je prends de la médication pour ça, mais ça revient quand même. C'est moins pire. Ça diminue. Je vois une diminution.
mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Puis j'ai remarqué que ça m'affecte moins physiquement dans mon OK. corps, mais c'est tout aussi dérangeant mentalement. Et puis j'ai aussi mon hypervigilance qui est restée, qui est aussi dérangeante parce que, tu sais, veux pas, quand tu vis, il y a plein de lumière, il y a du bruit, il y a tu sais, des fois dans le métro, il y a un parfum que je vais sentir qui me rappelle, qui va me ramener un flashback, mais tu sais, je peux pas contrôler ce que les autres Ouais. portent, donc c'est dur aussi de vivre comme ça, mais avec ma thérapie, j'essaie de parler de ça et puis de trouver des moyens pour passer à travers mes troubles. Puis, oui, parce que dans le fond, on vit dans une société où est-ce qu'on est entouré de plein de choses, qu'on n'a pas le C'est contrôle ça. sur ce qui se passe autour de nous. Fait que ça apparaît à des moments qu'on ne sait pas que ça va se passer. Est-ce que, quand tu dis hypervigilance, mettons que tu serais capable de décrire un peu comment ça se vit, comment ça se ressent, l'hypervigilance? Ouais, ben dans le fond, c'est... je vais sûrement moins bien l'expliquer que toi. Mais Toi, tu le ressens. c'est... Dans le fond, c'est quand tu, tu, tu- tout ce qui t'entoure te fait réagir. Mhm. Et puis, c'est ça, dans le fond. C'est ce que... T'es overstimulated by everything. Comme Un- si tout pouvait être menaçant, un C'est exactement... danger. Ouais. Tu sais, l'image qu'on utilise souvent, c'est par exemple le petit lièvre qui est dans la forêt, puis il chill, puis tout va bien. Puis à un moment donné, sans qu'il s'en attende, il y a une espèce de renard qui sort de quelque part, puis qui saute dessus. Puis là, le lièvre, il réussit de peine et de misère à se sortir de cette situation extrêmement subite, inattendue, dangereuse pour sa vie. Donc, il survit. Mais après ça, tu peux-tu t'imaginer dans la forêt, il entend un oiseau, il fige, Tout devient- il voit les feuilles qui bougent, il veut se sauver. Fait que c'est un peu ça, c'est comme si notre système d'alarme devient déréglé, puis tous les bruits, les sons, les odeurs peuvent potentiellement nous amener dans un état de danger, de vigilance, de, tu sais, est-ce que je fige, est-ce que je fuis, est-ce que je combats? Fait que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, ça doit être drainant, là. Mhm. Mais ouais, j'aime l'image du petit lièvre. C'est vrai que ça doit devenir extrêmement... Quand tu vis une situation comme ça, après, tout devient menaçant. Mhm. Et là, ce que Eliana est en train d'apprendre à faire, c'est d'apaiser son système d'alarme parce que tout n'est pas dangereux pour de vrai. Puis c'est ça qu'elle est en train de faire, puis c'est ça qui est long. C'est comme de se reprogrammer, de attends, ça, c'est les feuilles d'un arbre qui bougent à cause du vent. OK, j'ai été super activée. Comment je peux faire pour m'apaiser dans mes pensées, dans mon corps? Qu'est-ce que je peux faire comme respiration ou quel outil je peux utiliser? OK, il y a un bruit. Ah, ça, c'est juste une corneille. Attends, c'est pas un vrai danger. Fait qu'elle est en train d'apprendre à vivre dans son environnement en étant capable de s'apaiser. Puis ça, elle l'apprend avec les intervenants, avec la thérapie, puis elle travaille fort elle-même à le mettre en action après quand elle est toute seule dans sa propre vie. Mais c'est un long processus pour plusieurs personnes. Puis, je sais pas, la question s'adresse à vous deux, mais je sais pas qui va vouloir répondre ou si les deux vous allez vous répondre. Est-ce que on vit avec des symptômes, un trauma toute notre vie? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va rester toute ma vie parce que je le vois tellement gros. Ouais. Je peux pas m'imaginer un monde où est-ce que... Parce que, tu sais, je porte aussi d'autres affaires qui ont commencé quand j'étais vraiment plus jeune. Tu sais, je connais pas mal juste ça. Fait que c'est devenu tellement gros que j'imagine pas un monde où est-ce que c'est plus... Tu sais, c'est comme si ça allait plus faire partie de moi. C'est difficile d'imaginer que ça pourrait être autre chose. C'est ça. Tu pourrais apprendre à vivre avec, C'est mais... exactement. Je pourrais apprendre à vivre avec, mais je pense pas que ça pourrait partir, puis d'après moi. OK. Jennifer?
Bien, c'est sûr que chaque personne a son propre vécu. Tu sais, quand on a vécu plusieurs situations traumatiques dans notre enfance, dans notre famille ou peu importe, il y a comme à un moment donné un cumul, là, une accumulation qui fait qu'à un moment donné, nos capacités d'adaptation sont saturées, notre capacité de rebondir, elle est limitée. On est des humains. Donc, une personne qui aurait vécu un événement potentiellement traumatique dans une vie par ailleurs harmonieuse pourrait peut-être ou pas. Tu sais, c'est vraiment Ça dépend. selon, ça dépend de la personne, ça dépend de ses qualités, ça dépend du soutien, ça dépend de tellement de choses. On peut pas prévoir. Mais moi, je vois ça comme, oui, apprendre à vivre avec, comme tout trauma. Tu sais, par exemple, je vais donner l'exemple d'un trauma physique. Si je me fracture la cheville, ben je vais vivre toute ma vie avec les conséquences de ce trauma physique. Puis quand c'est plus humide, ben, je vais avoir mal, il va falloir que je me préserve, il va falloir que je marche un petit peu moins dessus. Des fois, je vais me sentir plus en confiance. Ah ben là, je vais être capable de courir dessus. Mais il faut tenir compte qu'on a vécu ce trauma-là, puis qu'il y a des choses qui peuvent le réactiver, puis savoir comment en prendre soin. Puis plus on sait comment en prendre soin, plus on a fouillé dans notre sac à dos pour vraiment faire le tour de tous les petits raccoins de ce qu'on a vécu, plus on va être capable d'avancer puis de le mettre un petit peu en arrière. Mais il va y avoir souvent des petits reminders. Là. Tu sais, ça fait partie, comme tout trauma, que ce soit sexuel, que ce soit relationnel, physique, en voiture. Il y a des petits... Il revient par certains moments, mais c'est comme si on apprend à faire avec, dans le fond. Oui, on a c'est eu ça. Les outils pour, oui, puis le but, c'est éventuellement d'arrêter de faire comme si ça n'existait pas, puis que justement d'apprendre à vivre avec, ben voici, moi je vis ma vie avec ça qui est un petit peu en arrière dans mon sac à dos, puis je le connais, mon trauma, je le sais qu'est-ce qui vient me trigger, je le sais comment je fais pour m'apaiser, je le sais comment je dois en parler, tu sais, comme je me connais à travers cette difficulté-là que j'ai vécue. Là. Puis ça doit quand même avoir un lien, un impact sur toute la vie. C'est la personne qui l'a vécu, mais aussi la famille, les amis. Je veux dire, quand ça se produit, mais aussi à long terme, parce que tu dis, j'apprends un peu je veux dire, à le tenir par la main, là, mettons, puis à vivre avec. Mais ça doit quand même... avoir des répercussions sur l'entourage aussi, sur comment rentrer en relation avec les gens et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, par exemple, Iliana, t'as vécu, de voir les répercussions que ça peut avoir autour de toi? Ben... Je parlais pas vraiment à ma mère de ça. Donc, de ce que tu vivais. Donc, ce que je vivais. Donc, elle n'était pas vraiment au courant de ce que je vivais. Donc, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Sur... Ou du moins, elle comprenait pas les réactions que tu peux avoir sur certaines choses. Donc, c'est ça. Donc, mais ça a eu un impact dans le sens que moi, je vivais mes émotions par rapport à ça. Oui. J'avais des réactions par rapport à ça qui pouvaient pas être expliquées de ma vie de tous les jours. Donc, j'avais aussi des problèmes de consommation par rapport à ça. Donc, c'était le fait que ma mère, elle me voyait me détériorer, mais elle comprenait pas pourquoi. Aussi, j'étais en centre jeunesse, donc j'avais moins de contact avec ma mère aussi. Ouais. Donc, c'était plus... Quand on se voyait, on faisait juste pas parler de qu'est-ce qui se passait de mal, puis on évitait complètement le sujet. Ça a fait que elle, quand il y avait des situations qui étaient un peu plus difficiles, ben elle réagissait fortement parce qu'elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis moi, ben je réagissais fortement aussi parce que je me sentais attaquée. Donc là, ça créait des chicanes
alors que vraiment j'avais juste besoin d'un câlin. Mais elle pouvait pas le savoir parce que j'étais pas à l'aise d'y en parler. Parce que si j'en parlais, ça voulait dire que c'était réel. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est, ouais. Puis, maintenant, est-ce que tu, sans parler de ça avec ta mère, tout ça, est-ce que le fait d'avoir été capable de mettre des mots sur ce que tu vivais, est-ce que c'est plus facile à la maison, par exemple, sans nécessairement parler du sujet, mais par rapport à tes réactions, comment tu te comportes, est-ce que tu vois une différence par rapport à toi? Ben, totalement. Ma mère, elle comprend mieux, puis notre relation a changé aussi, et puis maintenant, je suis capable de lui exprimer, surtout avec tout le travail que j'ai fait par rapport à mes émotions, je suis capable de manière posée, de lui exprimer comment je me sens. Et puis, elle va pouvoir aussi mieux réagir. Par exemple, Ouais. j'ai vu une boîte de souliers qui appartenait à quelqu'un, puis ça m'a fait complètement pleurer. Et puis j'ai été capable de lui nommer, ben écoute, ça appartenait à telle personne. Et puis ça me vient me chercher. Puis au lieu de me dire, ben voyons, pourquoi tu gardes ça, tu les utilises même pas, ce qu'elle m'aurait dit avant, elle m'a dit, ben je comprends, on va les remettre là. Elle les a rangés. Fait que c'est ce changement-là dans notre dynamique qui fait que c'est mieux. Ouais. Fait que c'est un travail qui... c'est en travaillant sur les émotions, en faisant que toi aussi, tu te sens mieux. Ça a un impact aussi après sur les gens qui entourent. Ouais. Plus on fait un travail nous-mêmes sur nos propres émotions, sur nos pensées, sur le trauma, plus on est capable d'en parler aux autres. Puis là, l'effet de tabou ou de non-dit qui peut s'installer, tu sais, ou le sentiment d'être détaché des autres, d'être très seule parce que je suis prise avec mon histoire, avec mes images, mais je veux pas en parler justement pour pas que ça devienne réel. Donc là, il y a plein de choses que je partage pas. Les gens me comprennent pas aussi. Ils me voient réagir de plein de façons. Ils me voient être plus irritable, plus triste. Des fois, ils savent pas comment réagir. Des fois, ils peuvent avoir tendance à critiquer, minimiser ou amplifier. Tu sais, il y a plein de réactions possibles parce qu'on est dans l'incompréhension, dans le non-dit, puis dans une espèce de distance qui crée aussi beaucoup de solitude. Fait qu'en étant capable de mettre des mots, puis heureusement, des fois, les autres personnes aussi, notre entourage, sont bons. Des fois, ils seront pas bons. Fait que des fois, on sent que c'est pas à cette personne-là que je vais m'ouvrir puis que je vais partager. Tu choisis les personnes pour t'accompagner. Mais quand on a la chance que les personnes autour de nous puissent nous accompagner, nous soutenir puis être ouverts, ben là, ça peut vraiment faciliter. Puis on se sent moins seul. Ouais, moi, ma mère me disait souvent quand j'étais jeune, quand toi, tu apportes un changement, nécessairement, ça a un impact sur les gens autour aussi. Puis on en avait déjà discuté de ça. Mais puis, si, admettons, je suis dans le maintenant, on a parlé, bon, on a fait quand même le tour de beaucoup de choses au niveau du trauma et tout ça. Est-ce que en ce moment, tu as des souhaits pour le futur? Tu te souhaites quoi? Tu t'en vas vers où? Si je peux me permettre de poser cette question-là. Ben, moi, je me vois retourner aux études à temps plein. Ouais. Je me vois étudier dans le domaine du droit. Ça m'intéresse vraiment pour justement là, défendre la justice. Ouais, t'as un souhait de devenir procureur? Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans mon futur. Voilà. Puis c'est quelque chose que tu mets en action, là? Oui, je commence l'école en août. En août. Fait Ouais. que c'est possible, c'est quelque chose que t'es Ouais, capable de je travaille mettre vers ça activement, ouais. Wow! Ouais, ben c'est vraiment un beau parcours que tu as fait jusque-là. Puis l'école qui commence en septembre, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu souhaitais depuis longtemps, que là, tu te Je sens suis finalement prête à pouvoir y prendre aller. ce step-là, puis c'est
fait le fun. Je me sens de plus en plus que je travaille vers mon but. Puis tu vois un futur. C'est ça. Bien, merci. Je sais pas si c'est quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Le mot de la fin. Le mot de la fin? Ben moi, je suis touchée, honorée d'entendre l'histoire d'Eliana. Puis je trouve que c'est vraiment un modèle de comment ça peut évoluer. Tu sais, comme tu dis, oui, tu vis encore avec le trauma. Puis par contre, je pense que si tu avais continué à forcer pour le garder dans la petite case, probablement que tu serais pas en mesure, par exemple, de retourner à l'école. Puis tu sais, c'est que ça prend tellement d'énergie que c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de mettre notre énergie dans un projet puis dans du futur quand on travaille très, très, très fort à maintenir quelque chose du passé dans une petite case. Je sais que ça a vraiment pas été un parcours facile, puis souvent c'est comme ça quand on commence une psychothérapie. Des fois, ça augmente les difficultés puis les symptômes parce que là, on commence à fouiller là-dedans puis c'est comme, waouh, ça prend beaucoup de place. Il faut faire confiance au processus puis ce qu'il y a de plus important, c'est de créer un lien avec la personne. On s'en fout de la théorie, on s'en fout de l'approche. C'est vraiment humain, c'est accepter que la personne t'accompagne, te tienne la main puis explore ces endroits-là qui sont épeurants. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il y a de la place pour autre chose, ça refleurit, puis c'est un peu son témoignage d'aujourd'hui, là. Oui, merci. Puis moi, je le vois, là, des fois, ce que je trouve le plus difficile, moi, c'est de dire à la personne, le jeune que j'accompagne, tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Ça fait mal en ce moment, là, quand tu vas à ma renaissance puis que tu creuses, là, mais ça va redescendre. Tu vas pouvoir voir que ça va faire du bien, que tu vas avoir l'espace, que tu vas être moins épuisé, puis ça va prendre moins de place. Souvent, faut que tu sois convaincant parce que la personne, elle te regarde puis elle te dit comme « Ouais, il me sent au moins. » Puis là, je suis contente, tu sais, c'est ça, c'est de voir après que, ben effectivement, c'est possible. Puis d'entendre ton témoignage aujourd'hui permet aussi de montrer qu'il y a des routes sinueuses, là, puis qu'on passe par toutes sortes de chemins, mais qu'on peut finir par y arriver quand on a les outils, je pense, pour. Ben merci beaucoup.